Bon, allez, je propose qu'on commence. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux à notre webinaire. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va donc vous parler du lancement d'alerte en Afrique, en quoi cela est un acte citoyen, mais qui représente aussi des risques considérables. On a la chance d'avoir avec nous Fadel Barro, qui est coordinateur de PLAF en Afrique de l'Ouest, et Jean-Jacques Lubumba, qui est le petit-neveu de Patrice Lubumba, que tout le monde connaît, et qui est aussi un lanceur d'alerte congolais qui a dû trouver l'exil en Europe suite aux révélations qu'il a faites. Jean-Jacques aura le plaisir de vous raconter son histoire. Et puis Fadel pourra répondre à toutes vos questions et moi aussi. Je remercie évidemment Gabriel et Sébastien qui sont tous les deux présents en backup pour ce webinaire. D'ailleurs, je vous annonce dès maintenant que ce webinaire va être enregistré. Donc, si Gabriel et Sébastien, vous pouviez vous en occuper, ce serait formidable. Évidemment, il est enregistré à des fins de partage, pour le partager avec celles et ceux qui n'auront pas pu être présents, mais qui seraient intéressés pour le suivre. Ensuite, la règle, c'est que comme vous étiez plus de 290 à vous inscrire, malheureusement, on ne peut pas vous laisser participer oralement, le risque étant évidemment que trop de personnes parlent en même temps et qu'on n'arrive plus à s'entendre. Donc, de façon un petit peu arbitraire et souveraine, seulement Fadel, Jean-Jacques et moi vont pouvoir participer. Si quelqu'un veut partager un témoignage particulier et conséquent, peut-être qu'il peut nous avertir par le chat. On a déjà reçu plusieurs questions par email. On va s'efforcer d'y répondre le mieux possible. Si vous avez des questions, on vous propose de les envoyer sur le chat et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Donc malheureusement, l'une des personnes qui avait prévu d'être sur ce panel, Tikenja Fakoli, ne peut pas être présent pour des questions techniques, mais il nous a transmis gentiment une vidéo qu'on va vous passer dans un instant. D'abord, je vais vous introduire vous présenter PLAF avec une petite vidéo qui dure 1 minute. Donc si vous le voulez bien, je vais vous montrer cette vidéo. Dans de nombreux pays africains, la démocratie et les droits humains sont fragilisés. D'importants flux d'argent opaque prospèrent, et la séparation entre intérêt public et intérêt privé n'est qu'une illusion. Plus que jamais, l'Afrique a besoin de sentinelles telles que les lanceurs d'alerte pour protéger et renforcer l'état de droit. Un lanceur d'alerte est un citoyen qui révèle des informations sur des activités illégales ou contraires à l'intérêt général, dans l'espoir d'y mettre un terme. Malheureusement, les lanceurs d'alerte sont souvent les premières victimes de leurs propres révélations. Menaces de mort, procédures judiciaires interminables, prison, exil forcé, transforment ces vigies de la démocratie en ennemis publics. C'est pourquoi la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique a été créée. PLAF réunit experts juridiques, ONG et médias. PLAF propose un portail de communication sécurisé, une protection juridique gratuite et du contentieux stratégique, des services de plaidoyer, d'assistance médiatique et d'investigation. PLAF révèle d'importantes affaires sur les méfaits des gouvernements et des entreprises, travaille pour que ceux-ci soient poursuivis et aide les autorités à adopter des lois protégeant les lanceurs d'alerte. Que vous soyez employé de banque, soldat, ingénieur ou fonctionnaire, lancez l'alerte avec l'aide de PLAF. Voilà, donc c'est une petite vidéo d'introduction pour PLAF. Je vais simplement en profiter pour revenir sur la définition du lanceur d'alerte, parce que c'est une définition. C'est l'histoire d'un continent qui a longtemps été asservi et exploité par l'Occident. Parce que c'est une définition qui est beaucoup élargie dans certains contextes. Donc, pour PLAF, un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, notamment dans le cadre de son activité professionnelle, va être le témoin d'activités illégales, illicites ou contraires à l'intérêt général et qui va décider d'y mettre un terme en les révélant, soit à sa hiérarchie, soit publiquement,
soit à la presse, soit aux autorités judiciaires. Il y a énormément d'exemples de lanceurs d'alerte dans le monde. Il y a des personnes qui se revendiquent lanceurs d'alerte, mais qui malheureusement n'entrent pas dans le champ de la définition assez stricte et juridique du lanceur d'alerte. Mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, je vous propose de regarder et d'écouter surtout le petit message de soutien que nous a envoyé Tikenja Fakoly, et qui a d'ailleurs accepté d'être un ambassadeur de PLAF. Bonjour. Bonjour à tous, à mes sœurs et frères. Je pense fort à toutes celles et tous ceux qui sont les victimes directes et indirectes de cette pandémie sans précédent. Protégez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. Ensemble, nous vaincrons la maladie. Pour des raisons techniques, je ne peux être présent à ce webinaire. Mais avec ce message, je voulais apporter mon soutien, mon amitié, ma solidarité à celles et ceux qui ont décidé de mettre leur vie en danger pour révéler des activités illicites, illégales ou contraires à l'intérêt général. Je veux parler bien sûr des lanceurs d'alerte. Dans ces pays et dans beaucoup d'autres en Afrique, les malversations perpétrées par des élites politiques et des hommes d'affaires ont pu éclater au grand jour grâce à des lanceurs d'alerte. Jean-Jacques Lumumba, banquier congolais, que je salue, a jeté la lumière sur de graves détournements financiers liant la famille Kabila. Mosilo Motebo, en Afrique du Sud, a révélé les intérêts privés qui liaient la famille Gupta à l'ancien président Jacob Zuma et à tant d'autres. Aujourd'hui en Afrique et dans le monde entier, plus que jamais, nous les citoyens prenons conscience de l'étendue des pouvoirs obscurs des puissants sur la vie quotidienne de chacun. Grâce au développement des systèmes de communication mêlés à une mondialisation accrue et aux révélations des lanceurs d'alerte, nous cernons mieux la perte financière engrangée par la corruption, la kleptocratie, les détournements des fonds, donc d'argent public, je veux dire. Les lanceurs d'alerte nous éclairent sur cette grande part d'ombre entrave aux libertés, grave dommage à l'intérêt général, à l'environnement ou à la santé. Les lanceurs d'alerte sont toutefois les victimes, sinon les premières victimes de leurs propres révélations. Combien sont-ils à avoir subi de graves représailles, des intimidations, des menaces? Combien sont-ils à avoir dû s'exiler ou se cacher alors qu'ils faisaient ce que la morale leur dictait? L'Afrique a besoin de ces sentinelles citoyennes pour endiguer les graves atteintes à l'état de droit. Les lanceurs d'alerte doivent pouvoir y bénéficier d'un véritable accompagnement. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais apporter mon entier soutien à toutes ces vigies de la démocratie et à ceux qui les accompagnent comme la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Cette communauté d'experts agit comme bouclier contre de potentielles représailles et menaces visant les lanceurs d'alerte. Amis lanceurs d'alerte, vous pouvez compter sur mon soutien moral dans votre lutte. Tous ensemble, nous lutterons contre ceux qui freinent le développement. Unis, nous transformerons nos pays en état de droit. Je vous remercie.
Merci à tous d'avoir suivi le Tikenja. Je crois qu'il y a une personne qui... Voilà, c'est mieux. Bon, je remercie évidemment Tikenja Fakoly, la star du reggae en Afrique, notamment en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest, pour son soutien. PLAF est donc une ONG qui a été créée en 2017. PLAF, c'est Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Et c'est une ONG qui a pour objectif d'aider, d'accompagner et d'offrir un soutien juridique gratuit à celles et ceux qui veulent révéler des informations portant sur des activités illégales, illicites ou contraires à l'intérêt général. Ce sont bien souvent des personnes qui vont travailler dans des banques, dans des administrations, dans une armée, dans un cabinet d'audit, et qui vont réaliser qu'il y a des détournements d'argent public, des crimes environnementaux qui sont commis, des atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, et qui vont être indignés par cette situation et qui vont décider de se réapproprier l'histoire pour y mettre un terme en les révélant. Nous pensons que les lanceurs d'alerte, que ce soit en Europe ou ailleurs, font bien souvent l'objet de très graves représailles qui les mettent dans des situations extrêmement dangereuses. Ce que nous avons réalisé quand on a décidé de créer PLAF, c'est que malheureusement, en Afrique, seulement 8 pays avaient des lois qui protégeaient les lanceurs d'alerte. Mais au-delà même de législations qui sont censées protéger les lanceurs d'alerte, ce qui pose bien souvent problème, c'est parfois l'absence d'état de droit, la déliquescence du pouvoir judiciaire et son manque d'indépendance, et le manque de volonté politique de mettre un terme à ces activités illicites, illégales, au contraire à l'intérêt général. C'est pourquoi avec des avocats, des activistes, des journalistes d'investigation, on a décidé de créer cette plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. On l'a créée en 2017 et je vois qu'ici, il y a quelques-uns des initiateurs de PLAF qui sont présents. Il me semble avoir vu le Sénégalais Alioune Tine, que beaucoup de gens d'entre vous connaissent, qui a fondé l'ARADO et qui a ensuite travaillé à Amnesty International et qui est un activiste que nous reconnaissons tous, tant il s'est battu inlassablement contre les violations des droits de l'homme en Afrique. Cette idée de créer PLAF, si elle pouvait paraître un petit peu optimiste, voire même naïve au départ, on a finalement pu montrer qu'elle était nécessaire. Car PLAF a permis jusqu'à présent d'aider entre 20 et 25 lanceurs d'alerte en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Gambie, en Algérie, et j'en passe. Nous aidons les lanceurs d'alerte en leur donnant des conseils juridiques. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons aidé à embaucher des cabinets d'avocats pour défendre les lanceuses d'alerte qui sont à l'origine du state capture et des révélations sur les liens entre la famille Gupta et Jacob Zuma. Dans certains autres pays, on va aider à mettre la personne en sécurité avec sa famille pour qu'elle puisse tranquillement révéler, tranquillement est un faux terme, mais pour qu'elle puisse du moins révéler l'information qu'elle a à cœur. Nous privilégions bien souvent l'anonymisation des sources, c'est-à-dire que beaucoup de lanceurs d'alerte qui entrent dans notre programme de protection, leur identité n'est pas révélée, afin de pouvoir leur donner une deuxième chance et surtout de continuer à vivre, si c'est possible, d'une façon assez visible. D'autres ont fait le choix de devenir des personnalités publiques, comme Jean-Jacques Lubumba, qui, suite aux révélations qu'il a faites, est devenu une figure de la lutte anticorruption en République démocratique du Congo. Et pour nous, les deux valent. C'est-à-dire que vous pouvez être très bien défendu dans l'anonymat, comme vous pouvez être très bien défendu de façon publique. Le rôle de PLAF, c'est évidemment d'aider à renforcer l'état de droit en aidant celles et ceux qui ont le courage de mettre leur vie entre parenthèses, de mettre leurs revenus entre parenthèses, de mettre leur sécurité entre parenthèses pour le bien commun, pour l'intérêt général de leur peuple et de leur pays. Lancer l'alerte est un choix extrêmement difficile, une décision extrêmement courageuse. C'est pourquoi nous considérons qu'il doit exister une communauté d'experts, de personnes disposées à les aider et à les accompagner dans leur démarche. Donc PLAF propose tout un panel d'aide aux lanceurs d'alerte, que ce soit
une communication protégée pour parler avec nous et pour partager des informations. On va donc donner des conseils juridiques pour essayer de faire une analyse des risques pour la personne qui veut lancer l'alerte. On va aussi enquêter, c'est-à-dire qu'on va prendre les documents que la personne a pour, d'une part, s'assurer de la crédibilité de cette personne et d'autre part, pour voir comment utiliser cette information de la façon la plus efficace possible tout en respectant les désirs du lanceur d'alerte. Est-ce que le lanceur d'alerte veut révéler cette information avec la presse? Est-ce qu'il veut les révéler avec des autorités de poursuite? Est-ce qu'il veut les révéler en interne auprès de sa hiérarchie pour essayer d'y mettre un terme? On essaye tous ensemble de répondre à ces questions. Et puis PLAF aide aussi le lanceur d'alerte à quelque part s'y retrouver, si je puis dire. Par exemple, on va, s'il veut être une personne publique, l'aider dans sa communication et dans l'image qu'il a pour mieux défendre sa cause. Et puis la dernière chose que PLAF fait, c'est de faire des recherches sur le droit en vigueur en matière de protection des lanceurs d'alerte dans les pays africains. On a déjà publié une dizaine de rapports qui montrent le droit pertinent en matière de protection des lanceurs d'alerte. Et puis, pour les pays qui le veulent, pour les autorités qui le veulent, nous sommes à leur disposition pour les aider à rédiger des lois ou des règlements de protection des lanceurs d'alerte, voire à les aider dans les enquêtes sur la lutte contre la corruption. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Jacques Lubumba, qui est une personne que moi je trouve particulièrement courageuse. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui avait le courage de faire ce qu'il a fait, parce qu'il a jeté la lumière sur des gigantesques détournements d'argent opérés par la famille de Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. La RDC, pour rappel, est un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles, mais qui, malheureusement, se morfond dans une certaine pauvreté, dans un frein au développement, notamment en raison des malversations et de la mauvaise gouvernance. Et Jean-Jacques a eu le courage de révéler cela. Jean-Jacques, je propose que tu racontes un petit peu ton histoire et ton parcours. Je vois que tu es muté, donc il faudrait que tu te unmutes avant que tu prennes la parole. Merci. Bonjour à tous et merci d'être là au webinaire d'aujourd'hui qui a été consacré à un petit peu parler de la problématique des lanceurs d'alerte. J'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont donné la peine de venir partager quelques temps avec nous. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Mon histoire, elle est très longue, mais je vais pouvoir vous parler de quelques parties importantes. Moi, je suis un ancien banquier, déjà un économiste de formation. J'ai fait la majeure partie de mes études en République démocratique du Congo, où je suis diplômé en finance et développement de l'Université catholique du Congo. Et j'ai un autre master en France en risque management et assurance des entreprises. Et donc, du coup, j'étais le responsable de crédit d'une banque à Kinshasa qui s'appelait BGFI Bank, où mon responsable, c'était le frère du président de la République. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme l'a si bien dit Henri, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour les lanceurs d'alerte, pas particulièrement pour moi, mais pour tous les lanceurs d'alerte en Afrique, c'est une problématique assez complexe et difficile. Et j'ai dû, dans le cadre de mes fonctions, comme il a si bien souhaité, en tant que lanceur d'alerte, j'ai voulu changer les choses de l'intérieur parce qu'il s'agissait des dossiers de malversation, il s'agissait de beaucoup de dossiers qui touchaient à la famille de l'ex-président Kabila, que j'ai voulu déjà corriger en interne en m'opposant à beaucoup de pratiques concernant qui partaient du blanchiment à des détournements des capitaux. Et malheureusement, j'ai fait face à la résistance de ma hiérarchie, qui non seulement n'a pas voulu m'écouter, mais deuxièmement, ils ont utilisé une stratégie. Cette histoire dont je vous parle date entre 2015 et juin 2016. Ils ont voulu utiliser tous ces dossiers contre moi. Voici l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû quitter le pays. Il s'agissait d'une entreprise, par exemple, comme Egal. Egal, c'est une entreprise qui vend des biens de première nécessité, des produits surgelés, mais dont la constitution reflète beaucoup de cas de corruption parce que déjà l'argent qui a constitué cette société a été viré par la Banque centrale du Congo. Je ne sais pas si une banque nationale d'un pays qui se veut normal
peut donner de l'argent à un particulier sans raison pour lui permettre de créer une entreprise. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cet argent, ils l'ont utilisé comme une garantie financière pour pouvoir justifier un crédit. Donc, c'était une opération typique de blanchiment d'argent et derrière, le client ne payait pas. Il y a une grosse opération derrière d'exonération qui se faisait, alors que dans les documents et dans le fonctionnement, on disait que c'était une société qui faisait de la pêche en République démocratique du Congo, alors qu'il y avait des importations. Et dedans, vous allez trouver les sociétés vers lesquelles cette société virait son argent. Ça appartenait, c'était dans d'autres pays, en Namibie précisément, et cette société ont retrouvé les mêmes actionnaires que dans Egal. Donc, vous comprenez un tout petit peu dans quoi on était. Je me suis retrouvé à m'opposer à un crédit sur la Commission nationale électorale indépendante, ce qui a même valu mon départ précipité du pays. Et ça, tout ça à un moment donné, le fait que je m'oppose et que je continue à m'opposer à ces pratiques, ma hiérarchie a jugé que j'étais devenu un témoin gênant, que je n'allais jamais participer à toutes ces mauvaises pratiques. Donc, vous comprenez que c'est vraiment à cause de ce sentiment de vouloir faire mon travail, de vouloir faire les choses correctement, que tout ceci m'est arrivé. Et à un moment donné, compte tenu du fait que le risque augmentait, j'ai décidé de lancer l'alerte. Et cette saga médiatique et juridique qui a commencé en 2016 se poursuit encore. Henri vous dira peut-être plus parce qu'il est l'expert de ce dossier, peut-être plus que moi. Mais c'est vraiment pour vous dire que c'est un exercice qui demande beaucoup d'amour, surtout pour les autres, parce qu'on ne peut pas être lanceur d'alerte sans pour autant aimer les autres, parce que ce que je fais, ce que Nourdine, par exemple, fait en Algérie, ce que les dames sud-africaines ont fait, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et il faut savoir se dévouer pour les autres parce que c'est des choses que l'on fait pas pour être récompensé en premier lieu parce que beaucoup peuvent penser qu'on le fait pour des intérêts quelconques, mais c'est vraiment pour les autres et on ne tient pas nous-mêmes à se valoriser. Et donc, c'est un peu cet état d'esprit-là qu'il faudrait avoir et ce qui résume un tout petit peu mon combat. Et c'est quelque chose dans quelles conditions que je me retrouve demain ou après-demain, cette question m'a souvent été posée de savoir est-ce que si il vous est demandé de refaire ce que vous avez fait, vous allez le refaire. Je continue à dire aux gens que je le referai parce que cet amour pour les autres, ça ne s'arrêtera pas. Le risque y est, et c'est tout ça la problématique d'être lanceur d'alerte en Afrique, pas seulement en République démocratique du Congo chez moi, c'est le risque qu'on court sur sa vie. On a connu des éliminations dans plusieurs pays, en Afrique même. Et même dans mon pays, ce n'est pas ce qui manque, mais ce courage, on le tient aussi parce qu'il y a toute cette communauté derrière nous qui nous soutient à continuer à mener ce combat et dont vous qui acceptez de venir de participer à des points comme ça. C'est encore une fois pour moi de dire merci à tous ceux qui sont là, à Fadel, à Gabriel, Sébastien, à tout le monde qui a donné de son temps parce que c'est dans des moments comme ça qu'on se sent soutenu et surtout à PLAF pour l'initiative qu'ils ont mis en place pour aider les lanceurs d'alerte et à aider à ce que les états de droit et que la liberté évoluent un peu plus en Afrique en général. Merci Jean-Jacques. Simplement, pour rebondir sur ce que a dit Jean-Jacques, il faut savoir que quelqu'un comme Jean-Jacques, quand il a lancé l'alerte en interne, il a fait l'objet de très graves menaces puisque le directeur de la banque l'a menacé de mort, ce qui a poussé Jean-Jacques à l'exil. Et c'est depuis l'exil qu'il a décidé de révéler ces informations à la presse, ces quelques milliers de documents bancaires qui ont fourni un peu les premiers documents insider, les premiers documents venant de l'intérieur et pouvant nous aider à décrypter la méthode kleptocratique du régime de Kabila. Et aujourd'hui, Jean-Jacques a pu retrouver du travail en Europe
et poursuit en justice son ancienne banque devant les juridictions françaises pour obtenir réparation des dommages qui lui ont été causés du fait de son exil forcé. Je vais maintenant laisser la parole à Fadel. Fadel Barro, comme tout le monde le sait, c'est le cofondateur de Y'en a marre, c'est l'initiateur de beaucoup de mouvements citoyens en Afrique. Il a rejoint PLAF il y a 1 mois et demi, ce qui est vraiment une fierté pour nous tous. Fadel va pouvoir notamment vous parler de l'importance des lanceurs d'alerte et de la lutte contre la corruption en général pour le peuple et pour la construction de l'état de droit. Et je propose que peut-être, Fadel, tu en profites aussi pour parler, pour dire pourquoi c'est aussi important de protéger des lanceurs d'alerte, notamment à l'heure du Covid-19 et de cette grande pandémie, et pourquoi renforcer la protection des lanceurs d'alerte actuellement est particulièrement important, et quels dispositifs pourraient être mis en place pour faire en sorte que tous les fonds qui sont donnés à la lutte contre le Covid-19 ne soient pas détournés à des fins privées. Merci à toi, Fadel. Le micro, c'est bon. Merci beaucoup, Aïe, de m'avoir donné la parole. Merci à tout le monde qui a bien voulu participer à cette discussion, somme toute étrange, parce qu'on aurait voulu quand même que ça se passe de manière physique, qu'on puisse se rencontrer, échanger, pour essayer ensemble de développer ce concept même de lanceur d'alerte en Afrique et ensuite de protéger les lanceurs d'alerte. Parce qu'en Afrique, ce qui est sûr et certain, ce n'est pas le besoin ou les opportunités qui manquent. Le problème, c'est que les gens sont tellement exposés à la répression que finalement, on ne voit pas assez de lanceurs d'alerte. Mais comme on est dans des temps étranges de coronavirus qui dictent sa loi, commençons par ce webinaire et j'espère qu'on ira après ensemble, on relèvera ce défi. Oui, aujourd'hui, dans ce contexte-là, parce que Jean-Jacques, je pense, a tout résumé. Jean-Jacques est, à mon avis, le lanceur d'alerte typique africain, tu vois, dans nos contextes africains. Il est un banquier qui travaille normalement dans sa structure et il se rend compte que l'intérêt général est menacé. Pratiquement, nous sommes tous les jours confrontés à ce genre de situation ici en Afrique. Dans d'autres pays, oui, les gens ont des mécanismes juridiques pour se faire entendre, pour faire le signalement. Mais souvent dans nos pays, les mécanismes juridiques qui existent, judiciaires qui existent, ne sont finalement que des faire-valoir. Je donne l'exemple du Sénégal que je connais le mieux. On crée l'Office de répression de l'enrichissement illicite, on crée les offices contre la corruption, on crée tout, on a tout l'attelage judiciaire, tout ce qui est législatif est là. Mais dans l'application, ça pose problème. On n'applique rien. C'est comme si on va aller signer des traités pour se faire une bonne image à l'international, mais à l'interne, il ne se passe absolument rien en termes de répression, de la corruption, de répression, en tout cas de la prédation de l'intérêt général. Il ne se passe pas grand-chose. Et vous voyez, les résultats sont là. Les résultats, c'est qu'en période de Covid-19, combien de milliards ont été injectés dans les milieux de la santé? Et non. Comme la RDC, vous voyez qu'on n'a même pas la capacité de recevoir 500 personnes. Dans de petits pays, c'est encore pire. Certains pays ont simplement fermé les yeux pour dire que nous, on n'en a pas. C'est l'exemple du Comore. Non, on n'a pas de Covid, nous, voilà, d'autres nous parlent de paludisme parce qu'ils ne sont même pas en mesure d'affronter la réalité. Mais si on s'était interrogé sur comment on en est arrivé là, on se rend compte que pour la plupart, c'est beaucoup d'argent qui a été détourné, beaucoup de corruption, beaucoup de clientélisme. Vous voyez des hôpitaux où moi j'ai vu par exemple ici au Sénégal, j'ai vu des étudiants cartouchards devenir hommes politiques et petit à petit opérateurs économiques parce qu'ils sont dans la partie et ils sont devenus de grands opérateurs de bâtiments. Et c'est eux qui construisent les hôpitaux et les écoles. Vous voyez, donc le résultat, c'est que on n'a pas, comme l'argent ne va pas là où ça doit aller, au finish, on se retrouve dans ces périodes difficiles-là où on n'est pas capable de faire face convenablement. Mais pire, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nos chefs d'État, pour la plupart, Macky Sall, que je connais le mieux, a fait plus que les Français ont fait pour Macron ou les Américains ont fait pour Trump. Il a pris tous les pouvoirs. Il a profité du Covid pour prendre tous les pouvoirs et domicilier tous les mécanismes
de passation de marché comme l'ARMP à la présidence. Donc là, il décide tout seul de tout ce qui se passe. Et résultat, nous avons il n'y a aucune transparence sur à la fois les commandes des produits sanitaires, mais aussi sur l'aide sociale, parce qu'ils ont annoncé beaucoup d'argent, et même sur l'indemnisation des personnes impactées par le Covid. Et c'est pareil dans tous les pays africains pour la plupart. Aujourd'hui, il y a un flou total sur la gestion. C'est vrai que c'est des moments difficiles où il n'y a pas de contestation possible parce que les gens ne doivent pas se rassembler. Tu vois. Et eux, ils en profitent pour la plupart de nos dirigeants à dupliquer ce système de prédation du bien public. Tu vois. Et là, c'est en ce moment-là, à mon avis, où on a le plus besoin de lanceurs d'alerte. Dans ces moments difficiles, dans ces zones étranges, c'est là où les citoyens savent prendre leurs responsabilités et comme l'a fait Jean-Jacques ailleurs dans d'autres pays, de révéler, de connaître. Moi, je donne des exemples. Je connais des gens qui me disent, oui, j'ai vu, ils travaillent dans des banques, j'ai vu, on a donné à un leader politique une bonne commande venant de l'État, tu vois, d'une commande de riz de 3 milliards, mais le mec, il n'a même pas une capacité de produire 500 000 francs de tonnes, et 500 000 francs CFA de riz. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir une banque, et la banque est prête à prendre les 3 milliards de commandes et lui prêter 1 milliard, il fait la commande, et l'État va payer 3 milliards, donc ce mec n'a investi que 1 milliard, et c'est une banque qui l'a mis. Est-ce que nos banquiers doivent continuer à cautionner de tels actes? Et dans tous les niveaux, vous allez au niveau des écoles, vous allez à tous les niveaux, ce sont des citoyens africains qui servent de prétexte et qui rendent possible la corruption, qui rendent possible la prédation de l'intérêt général. Et si ces citoyens-là décidaient, à leur niveau, de sonner l'alerte, parce que pour moi, c'est ça le sens, et c'est tout pour moi mon engagement dans la PLAF, c'est comment aider, comment amener chaque citoyen africain à comprendre qu'il est un élément qui rend possible ce qui se passe aujourd'hui en termes de corruption, en termes de vol, en termes de violation. Si on arrivait à chaque citoyen se dit que là où je me trouve au niveau de l'échelle, ma toute petite, voilà, mon plus petit rôle peut aider. Et comment? C'est que si je vois des choses qui ne vont pas, je le rends public. Rendre public, ça peut suivre les voies normales, mais du moment où en Afrique, pour la plupart, les lois sont souvent utilisées de manière que vous savez, je pense que c'est important aussi d'avoir des structures comme PLAF qui vont réfléchir, qui continuent de réfléchir pour voir comment graduellement rendre compte, sensibiliser. Mais une fois que le signalement est lancé, à mon avis, c'est là aussi qu'il y a un autre élément important que nous pouvons apporter en tant qu'activistes. Une fois que le signalement est lancé, il faut aussi que les citoyens puissent être en mesure de s'organiser et de faire face, d'exiger que les gens rendent compte. Si, par exemple, un exemple très simple, si quand Jean-Jacques Lumumba a fait des signalements au Congo, si tous les mouvements citoyens, Filimi, Lucha, Etcha, tous ces mouvements citoyens-là, c'était lié plus la société civile classique, active, les défenseurs des droits de l'homme, tout le monde s'y met pour dire que ah non, ça ne passera pas. Constituer une opinion publique forte, capable de s'ériger en rempart contre ces assauts de ces prédateurs-là et de leur demander des comptes, je pense que l'Afrique sortira petit à petit des difficultés que nous avons. En tout cas, pour moi, il y a une jonction, il y a une complémentarité entre l'activiste et le lanceur d'alerte. Et si on arrive à... Il y a aujourd'hui un comité d'experts mis en place par PLAF pour assister les lanceurs d'alerte, mais il faut qu'on arrive à avoir une communauté de protecteurs tout simplement, qui est composée de défenseurs des droits de l'homme, qui est composé d'universitaires, qui est composé de journalistes d'investigation, de simples citoyens, d'activistes, pour encourager d'une part les gens à sonner l'alerte, mais une fois que le signalement est donné, que les gens puissent s'organiser pour vraiment qu'il y ait des résultats, en tout cas que ça aboutisse à quelque chose, que les gens rendent compte, que les gens démissionnent, que les gens comprennent qu'une fois pour toutes, il y a de plus en plus que l'Afrique s'éveille et que voilà, certaines pratiques des années 60 ne peuvent plus prospérer en Afrique. Henri, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Et comme moi, je suis très bavard et personne ne m'arrête, je décide de m'arrêter pour juste servir de propos liminaires. Merci Fadel, on va te rendre la parole dans très peu de temps. Donc on a reçu beaucoup de questions. Donc je vais en lire une première.
qui revient sur la question de la définition du lanceur d'alerte. À quel moment peut-on se considérer comme un lanceur d'alerte? Suffit-il de publier fréquemment des informations susceptibles d'avertir ou de mettre en garde le public? Alors, c'est une question un tout petit peu délicate, car nous, on considère qu'un lanceur d'alerte, c'est vraiment une personne qui va avoir accès à des informations particulièrement sensibles sur des activités illicites, illégales ou contraires à l'intérêt général et qui va décider de les révéler. Généralement, dans la plupart des cas, le lien avec l'activité professionnelle est extrêmement important. C'est-à-dire que vous avez accès à cette information parce que vous y avez un accès privilégié et vous allez décider de faire sortir cette information et de la diffuser. Mais c'est différent d'une personne qui est par exemple un journaliste ou un blogueur ou un activiste qui va voir plein de choses qui le dérangent et va décider de les révéler. Là, on est plus dans l'activisme, dans le militantisme, dans le journalisme que vraiment dans le lanceur d'alerte. Du coup, publier fréquemment n'est pas spécialement une caractérisation de la définition du lanceur d'alerte. En revanche, donner une très grosse quantité d'informations d'un coup, par exemple des milliers de documents pouvant prouver des actes de détournement, aide évidemment à rentrer dans l'étiquette lanceur d'alerte. Et une chose qui est importante à dire, c'est que s'il y a une étiquette lanceur d'alerte, si c'est la raison pour laquelle il était nécessaire de créer PLAF, c'est parce que dans de nombreux cas, les lanceurs d'alerte ne rentrent pas dans un dispositif de protection. Comme ça va être le cas, par exemple, des journalistes qui bénéficient d'une protection de leur propre profession, mais aussi de traités internationaux, ou d'ONG particulières comme le Comité de protection des journalistes ou Reporters sans frontières. C'est aussi la même chose pour les défenseurs des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme bénéficient de leur propre rapporteur aux Nations Unies. Il y a des ONG à l'étranger dont le but est de protéger les activistes des droits de l'homme. Mais les lanceurs d'alerte, il y avait un peu une sorte de vide qu'il était nécessaire de combler. Et alors, du coup, ça me fait penser à une autre question qui est venue, et peut-être que Jean-Jacques, tu peux y répondre. C'est comment on fait pour diffuser l'information de la manière la plus large possible dans le but d'aider à faire pression sur les autorités alors que l'information locale est verrouillée. Comment faire en sorte que l'on s'intéresse à l'information que l'on veut révéler, alors même que dans certains pays, il y a de la censure, où les journalistes sont beaucoup mis sous pression, ce qui va peut-être les empêcher de révéler l'information, ou même si elle est révélée, les gens ne vont pas spécialement en parler par peur de représailles. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi quelle a été l'importance de révéler à l'étranger et l'impact que ça a eu? Voilà, pour répondre à cette question qui est posée par les auditeurs, j'ai rencontré un problème au niveau de la presse locale en RDC. C'est que les premiers journalistes que j'ai contactés se sont très vite sentis menacés. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû contacter la presse internationale, entre autres la presse belge et française, pour pouvoir révéler mes affaires, parce qu'ils bénéficient d'une autre audience, premièrement, et deuxièmement, d'une neutralité dans le traitement des informations, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai été personnellement entendu. Donc, la presse belge et française, les deux ont pris le temps de questionner aussi les personnes qui étaient des accusés dans mes révélations. Donc, cette neutralité m'a aidé à non seulement bénéficier d'une certaine impartialité dans le traitement des informations, mais aussi d'une audience beaucoup plus large. Malheureusement, nos presses en Afrique sont certes pour quelques-unes suivies, mais de l'autre côté, ils ont très peur de la répression, parce que si nous, en tant que lanceurs d'alerte, nous subissons des répressions, la presse en est encore beaucoup plus... c'est pire que ce que nous subissons comme répression. Déjà que dans beaucoup de pays en Afrique et même chez moi à RDC, on voit combien est-ce que la liberté de la presse est bafouée. Donc, révéler ces affaires dans des presses beaucoup plus libres a été pour moi un moyen de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Et il faut rendre un hommage mérité à la presse. Et je continue à dire à tous qui nous suivent, c'est que PLAF aussi a été d'un apport capital, parce que en tant que lanceur d'alerte, nous n'avons souvent pas le langage
et la stratégie et la posture juridique à adopter. Derrière PLAF, il y a des avocats, il y a des experts qui nous aident à pouvoir savoir ce qu'il faut dire, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à ne jamais dire. Tout ça, c'est pour aussi se protéger, parce qu'il y a des informations qui ont une telle sensibilité que le risque de se révéler partout. Parce qu'en tant que lanceur d'alerte, on n'a pas que de la sécurité en Europe, mais partout où on se trouve, le danger peut se présenter. Donc, il y a un langage à adopter, il y a un style à avoir, et tout ça, c'est de l'aide que j'ai eu à bénéficier des juristes qui sont dans PLAF, entre autres de Henri. Donc, c'est un peu comme ça que je peux résumer ma réponse. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question est satisfaite. Ça me permet de faire une petite parenthèse. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que de toute façon, toutes les questions qui nous sont posées, on peut s'engager à vous y répondre par un email commun que nous enverrons à tous les participants de ce webinaire. Alors justement, ce que tu viens de dire, Jean-Jacques, ça me permet de rebondir sur une autre question, enfin sur un commentaire qui dit qu'apparemment cette organisation est axée plus pour les journalistes. Oui et non. En effet, pour nous, la presse, c'est un allié naturel du lanceur d'alerte parce que c'est celle qui va permettre d'éclairer l'opinion publique sur ce qui se passe. Mais PLAF peut prendre des informations et à la demande du lanceur d'alerte, en concertation avec lui, les partager discrètement avec des autorités de poursuite et ne jamais les donner à la presse. Tout dépend de l'envie du lanceur d'alerte et de ce qu'il veut faire avec cette information. Alors, j'ai une petite question ici qui peut-être est plutôt pour Fadel. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des stratégies de collaboration qui existent avec les activistes et les défenseurs des droits de l'homme et leur réseau pour contribuer à favoriser la culture du signalement et d'alerte dans l'espace physique et citoyen partout en Afrique? La personne dit qu'elle n'a pas vu de réseau de défense des droits de l'homme comme partenaire sur notre site. Fadel, je te laisse peut-être répondre à cette question. Fadel, ton micro. Non, tu es toujours muté. Il faut que tu recliques. C'est bon? Je pense c'est bon. Ouais. Excuse-moi, je disais que je voulais rebondir d'abord sur la première question. Qui est lanceur d'alerte? Juste pour ajouter ce qu'un designer a appelé un jour un designer de situation, mais aussi il y a des lanceurs d'alerte de situation. Parce que parfois, je pense qu'il ne faut pas qu'on en arrive à même faire un métier. Voilà, mon métier, c'est lanceur d'alerte. Non. On est lanceur d'alerte parce qu'on tombe dans une situation où on sent que ici, nous avons reçu des informations, nous avons toutes les preuves, nous avons tout, nous savons que si on laisse passer ça, ça peut nuire à l'intérêt général, ça nuit aux générations futures. On décide à partir de ce moment-là d'être un lanceur d'alerte. Et je pense que ça, c'est extrêmement important parce que sinon, il ne faut pas qu'on en arrive à dire, ah, OK, les Lumumba et autres, ce sont des lanceurs d'alerte, les Snowden, c'est les SARS qui sont très connus, et nous, on n'est pas des lanceurs d'alerte. Alors que non, chaque citoyen peut, dans un contexte, dans une situation donnée, devenir un lanceur d'alerte, anonyme ou bien public. Je vous ai déjà vu ce que je voulais acheter. S'agissant de l'autre question, moi je pense qu'il faut... D'ailleurs, il y a beaucoup de confusion sur le concept de lanceur d'alerte parce que pour la plupart ici en Afrique, dès que vous parlez de lanceur d'alerte, on pense que même tous les activistes sont des lanceurs d'alerte. Et après quelques explications, on en arrive à comprendre que non, tous les influenceurs qui sont sur Internet et qui font des lives, ce sont des lanceurs d'alerte. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Moi-même, je l'ai remarqué quand j'ai publié sur ma page que je rejoignais le PLAF. Beaucoup de gens ont estimé que oui, ils considéraient que lanceur d'alerte, c'est soit parce que tu es un activiste ou bien lanceur d'alerte, juste parce que tu es un influenceur. Et je pense qu'il y a une complémentarité de travail entre ces différentes factions-là. Ces trois responsabilités, chacun est à un niveau, et si on se met ensemble, on peut arriver à faire de grandes choses. Ce qui a manqué d'ailleurs jusque-là, sur le travail, sur le lancement d'alerte en Afrique. Parce que je suis convaincu qu'il y a plusieurs lanceurs d'alerte. Souvent, regarde, on voit des hommes politiques lancer l'alerte.
Je donne l'exemple du Sénégal que je connais le mieux. On voit que dans l'affaire des 94 milliards de terrain là, c'est un homme politique qui l'a lancé. Et une fois que c'est lancé par un homme politique, après on a du mal, le différent partisan entre l'opposant politique et la majorité au pouvoir ne permet pas l'éclatement de la vérité parce que ça tourne trop entre on est pour ou contre le pouvoir et ça devient juste un débat politique. Alors que si le lancement est déconnecté des préoccupations politiques ou de conquête du pouvoir, elle est beaucoup plus, là, les citoyens se sentent beaucoup plus à l'aise pour pousser, pour exiger des comptes. Et c'est, à mon avis, à ce niveau-là, que les mouvements citoyens ont un grand rôle à jouer. Une fois que l'alerte est lancée, ce n'est plus une affaire du lanceur d'alerte qui mène son combat pour que les fautifs soient punis ou que les gens rendent compte. Ce n'est plus son travail à lui tout seul. Mais il faut une jonction de toutes les forces vives, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que les droits de l'homme se rendent compte que ça aussi, c'est leur affaire. Il ne s'agit pas simplement de protéger le lanceur d'alerte, mais aussi à demander, exiger des comptes pour lutter contre l'impunité, ne serait-ce que ça, et pour favoriser la bonne gouvernance. Il faut aussi que les activistes qui sont de leur côté, qui mènent beaucoup de manifestations, etc., se disent que voilà, il y a quelque chose qui est une alerte qui est lancée, le signalement est avéré, c'est traité par la presse, il faut qu'on s'autosaisisse. Et si on arrive à créer ces liens-là entre le lancement, pour moi, c'est le signalement qui est important, le signalement qui est donné, sur ce signalement-là, que chacun s'autosaisit à son niveau et qu'on ait cette communauté-là, je pense qu'on peut arriver à faire de grandes choses. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il n'y a pas de réseau fort entre lanceurs d'alerte, activistes et comment ça s'appelle, juristes et défenseurs des droits de l'homme. Il n'y a pas encore pour le moment cette jonction-là. Et je pense que c'est toute la pertinence d'avoir la plateforme de lanceurs d'alerte ici, le PLAF, en Afrique de l'Ouest. Et c'est le sens aussi. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire dans ces prochaines années. J'essaierai de créer ce lien-là. Donc, on créera ce link-là avec PLAF pour qu'au moins, s'il y a un signalement, d'abord encourager la culture de lancement d'alerte. Parce que ça existe dans nos communautés et dans nos sociétés sous d'autres termes. Il faut aller les chercher pour le familiariser avec les gens. Et une fois que c'est fait, avoir cette communauté-là, dès qu'il y a un signalement, qu'on aille jusqu'au bout et que ce soit juste une information de presse relayée et qu'on dit que tel a été sacrifié, c'est un guerrier, il est isolé, il s'exile, il subit toute la répression. Ça nous permettra surtout de lutter contre la répression parce qu'on n'est pas isolé seul, mais on appartient dans une grande communauté qui défend très bien ses membres. Et c'est de cette manière, je pense, qu'on sera beaucoup plus efficiente. Merci Fadel. Alors je vais juste répondre très rapidement à 2-3 questions qui sont posées et qui permettent une réponse assez rapide. Il y en a une qui a été posée sur est-ce que le lanceur d'alerte doit d'abord envoyer l'information à PLAF ou publier ou uniquement dans les journaux. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de prendre contact avec nous avant de publier une information pour qu'ensemble on évalue la crédibilité de votre information et qu'on étudie ensemble quelle est la meilleure façon pour vous de révéler. Donc, on vous suggère de prendre contact avec nous. On aura un coup de téléphone avec vous ou par écrit et on réfléchira ensemble quelle est la meilleure façon de procéder. Ensuite, il y a 2 questions qui se rejoignent. La première, c'était de savoir s'il existe des dispositifs de protection des lanceurs d'alerte. Justement, il n'y a pas tellement de dispositifs de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. C'est pourquoi PLAF, la communauté de PLAF veut agir comme un bouclier pour justement combler ce vide et aider celles et ceux qui voudraient quand même révéler l'information malgré l'absence de protection au niveau local. Puis une autre personne pose une bonne question qui est pourquoi il y a une liste publique de lanceurs d'alerte sur notre site alors que la raison d'être de PLAF, c'est la protection de ces personnes. Eh bien, en fait, c'est au cas par cas. Il y a des lanceurs d'alerte qui veulent devenir des personnes publiques et d'autres qui veulent devenir des personnes anonymes. Il y en a qui veulent devenir des personnes publiques parce que c'est une façon pour eux de donner l'exemple et c'est aussi une façon pour eux de se protéger car parfois, en agissant de façon publique, on devient une personnalité, donc par conséquent, on se protège. S'il y a des représailles, on sait pourquoi ces représailles viennent. Mais nous privilégions aussi beaucoup l'anonymat. Je vois qu'il y a aussi une ou 2 questions sur les questions sur la lutte pour le féminisme. D'abord, permettez-moi de nous excuser, c'est vrai qu'on n'est que des hommes là à parler. Je vous assure, PLAF n'est pas qu'une ONG
masculine. Il y a toute une équipe de femmes avec nous, notamment dans la partie anglophone et en Afrique du Sud. Et puis, alors moi j'avais une question que j'aimerais poser à la fois à Fadel et puis à Jean-Jacques. D'abord Jean-Jacques peut-être, puisque Fadel vient de parler. En quoi lancer l'alerte peut changer les choses en Afrique? À quoi ça sert que PLAF protège des lanceurs d'alerte alors que c'est la démocratie qu'il faut véritablement restaurer? Jean-Jacques, tu veux peut-être répondre et puis Fadel ensuite. En quoi lancer l'alerte peut changer les choses? Je pense que quand on lance l'alerte, si vous le constatez bien, il y a toute une procédure qui a été faite ou qui est faite généralement pour détourner de l'argent ou pour détourner des deniers publics ou pour enfreindre des lois. Et je pense que ce que l'on remarque après, c'est que ces gens qui commettent ces abus, s'ils n'arrêtent pas de commettre les abus, au moins ça permet d'éviter d'utiliser ces mêmes moyens. Donc c'est vrai qu'ils deviennent beaucoup plus prudents, mais de l'autre côté, lancer l'alerte permet d'éviter d'autres abus du même genre. Donc ça permet à ce que ceux qui étaient en train de faire les choses de cette manière-là puissent commencer soit à changer ou à être beaucoup plus vigilants et regardants. C'est vrai que le mal en soi, il peut persister, mais pour refaire la même chose, ils prennent beaucoup plus de temps et beaucoup plus de précautions. Donc, lancer l'alerte permet tout de même de protéger la société. Parce que soit ces personnes sont arrêtées quand il s'agit des pays les plus sérieux. Vous avez vu le cas des Gupta en Afrique du Sud. Il y a tout un président qui a perdu son poste et ça a emmené un changement à la tête de l'État. Donc, ça veut dire que des pratiques comme ça, on n'en aura plus des pareils. Donc, ça permet quand même de faire évoluer les choses parce que pour être lanceur d'alerte, je dirais à des gens qui veulent le devenir, il ne faut pas être fataliste. Parce que je vois souvent cette attitude fataliste habiter certaines personnes. Ça se comprend parce que quand on est resté trop longtemps dans des situations qui donnent l'impression de ne pas changer, on se dit que les choses ne vont jamais changer, mais il ne faut jamais avoir cet état d'esprit parce que si on garde cet état d'esprit, ça ne permet pas de faire évoluer la société. Donc, à un moment donné, il faut se dire que l'acte posé peut permettre de faire bousculer et faire avancer les choses. Fadel, en quoi lancer l'alerte peut aider à améliorer la démocratie et peut-être changer l'Afrique? Je pense que nous travaillons tous à l'effectivité de la démocratie. Nous parlons beaucoup de démocratie, mais l'effectivité de la démocratie est toujours un combat, c'est une conquête permanente. Et nous sommes sur un aspect. Il y a des gens qui sont sur les droits de l'homme, d'autres sont sur l'égalité des genres. Tout ça, c'est l'effectivité de la démocratie. Et le lancement d'alerte, c'est un élément pour qu'on arrive à... Parce que c'est d'abord une question d'accès à l'information. Il faut que les citoyens soient sensibilisés, soient informés de comment leur bien est géré et bien informés. Et quand on lance l'alerte, on permet à une bonne information, à une bonne formation de l'opinion que les citoyens peuvent se faire de leur démocratie et de comment ça marche. Donc, je pense que c'est un élément important pour une démocratie majeure, une démocratie importante. Parce que, quel que soit le niveau de la démocratie d'un pays, même par exemple des pays qui se disent champions de la démocratie comme aux États-Unis, ils ne vont jamais révéler comment ils vont écouter mettre les populations sur écoute, comment ils vont passer certains marchés, comment ils vont se comporter avec des pays qui sont faibles, comment ils vont piller d'autres pays, comment leurs entreprises vont se comporter, etc. etc. Et ça, il n'y a que le lanceur d'alerte qui peut informer. Ce qui, par exemple, je prends un autre exemple très simple qui s'est déjà passé aux États-Unis toujours, c'est un lanceur d'alerte qui a montré le comportement des militaires en Afghanistan. Ça permet de renseigner l'opinion sur cette guerre-là. Ailleurs, voilà, même sur le Covid, pour revenir quand même sur le Covid, voilà, je veux juste dire, voilà, le lancement de l'alerte à tous les niveaux permet de renforcer la démocratie et d'aider nos populations à avoir la bonne information. J'ai parlé tout à l'heure du Comore. On ne savait rien sur le Covid parce que le président avait décidé, les autorités avaient décidé de dire qu'il n'y a pas de Covid ici au Comore.
c'est un artiste qui a lancé l'alerte en quoi faisant? En informant que sa femme est tombée malade du Covid. Je pense qu'il devait même être dans le webinaire d'aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'il permet aux autres populations, aux autres citoyens de se défendre, de se protéger, parce que sinon tout le monde est exposé. C'est du moment où il n'y a pas de maladie. Voilà. Attends, ici, on parle, ici, je suis sur le plan sanitaire, autant sur le plan des institutions et à tous les niveaux, le lancement de l'alerte est extrêmement important pour qu'on ait une démocratie majeure, en ce sens où une démocratie où les citoyens sont au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup, Fadel. Je pense qu'on avait dit à tout le monde que ça durerait 1 heure, donc on va respecter ce timing. Comme je vous l'ai dit, on a reçu beaucoup de questions, on va s'efforcer d'y répondre et on vous les enverra par email. Je pense qu'on peut aussi voir dans quelle mesure on pourrait répéter cet exercice, mais aussi peut-être vous impliquer tous un petit peu plus dans nos projets. Je repasserai la parole à Fadel pour qu'il puisse conclure. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier d'être venus. C'est très important pour nous que beaucoup de gens nous soutiennent et soutiennent surtout les lanceurs d'alerte parce qu'évidemment, quand on s'attaque à des personnes extrêmement puissantes comme Jacob Zuma, comme Kabila ou comme Isabel Dos Santos avec les Luanda Leaks, on fait aussi, nous, l'objet d'attaques et de représailles. Et donc, quand on fait face à ces gens qui sont extrêmement puissants, il faut aussi que nous, on montre qu'on est plus nombreux, on est plus en masse et on est plus près des problématiques du peuple. Alors, aidez-nous, aidez PLAF à devenir un tout petit peu visible, parlez-en autour de vous, parce que ce qui serait important, c'est que les personnes qui potentiellement voudraient lancer l'alerte s'adressent à nous pour qu'on puisse les aider de la meilleure façon possible et qu'elles ne le fassent pas seules, au risque de courir un danger. Aidez-nous à protéger ces sentinelles de la démocratie, ces vigies. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Fadel, je t'en prie, je te donne le mot de la fin. Je voudrais que toi, d'abord, tu répondes à une question, je vois qu'il est bien. C'est quoi les financements? J'ai vu que cette question a été posée et je connais. Tu veux répondre ou bien j'y vais directement? Je peux répondre. PLAF est financé principalement par des fondations qui financent déjà ce genre d'ONG. Donc, il y a Open Society aux États-Unis, par exemple. On reçoit aussi de l'argent d'une fondation africaine qui s'appelle la Fondation pour l'égalité des chances en Afrique. Enfin, ça, on n'en reçoit plus, mais on en recevait. On reçoit aussi des financements de fondations en Afrique du Sud. Et puis, sous peu, on ouvrira une campagne de crowdfunding, on espère. Et donc, si vous voulez nous aider financièrement, voilà, vous êtes le bienvenu. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Jean-Jacques ou Fadel, si vous levez la main, je vous redonne la parole, mais je n'ai pas l'impression. Bon, bah merci. Fadel, vas-y. Je te laisse conclure, Fadel. Non, je voudrais juste, comme ce que tu as dit tout à l'heure, adresser un message à tous ceux qui ont bien voulu participer à ce webinaire, que vraiment, on tient beaucoup à créer cette communauté de protecteurs, de lanceurs d'alerte ici en Afrique. Il y a un vrai travail à faire. Et on compte sur vous tous. Je vois beaucoup de visages qui viennent de pays différents. Il y en a déjà beaucoup qui manifestent leur intérêt à travailler avec le PLAF. Et je pense que cette réunion, c'est une première prise de contact. Et j'espère qu'on ira très, très loin pour concrétiser toutes ces idées que nous avons échangées aujourd'hui. Merci.